Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James, journaliste au Journal du Net, sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideur TV, mais également sur le Journal du Net et sur le site d'Offres Média, et que vous pouvez ainsi poser toutes vos questions à notre invité. Aujourd'hui, notre émission traitera du crowdfunding ou du financement participatif en français, puisque nous recevons Michael Goldman, président de My Major Company. Bonjour Michael. Bonjour. Alors vous entrez à 21 ans chez une des majors du disque, structure que vous quittez 2 ans plus tard avec 2 autres collègues pour lancer Bamago, plateforme spécialisée dans le sound plugging. Vous vous faites notamment connaître à l'époque grâce au buzz autour de Max Boublil. Fort de cette réussite, vous créez en 2007, toujours tous les trois, My Major Company, une plateforme de crowdfunding au départ spécialisée dans les projets musicaux. Structure que vous présidez aujourd'hui avec plus de 15 millions d'euros collectés en 5 ans. Vous avez depuis étendu ce système à d'autres domaines tels que le cinéma, l'entrepreneuriat ou le patrimoine. Alors donc il y a une vraie diversification des projets que vous financez, ou que vous soutenez en tout cas. Finalement la musique c'était une porte d'entrée vers le financement participatif, ou ça reste votre cœur de métier ? Les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la musique ça reste le cœur des revenus de la structure My Major Company, parce qu'on a un label de musique qui fonctionne très bien. Et par ailleurs, c'était une porte d'entrée vers le crowdfunding, mais c'est l'histoire de My Major Company, mais c'est surtout l'histoire du crowdfunding en général, parce que le financement participatif est né autour des labels participatifs. Et aujourd'hui, les labels participatifs existent quasiment plus, et maintenant, il n'y a que des plateformes de crowdfunding généralistes, ce qu'on est devenu nous aussi. Parce que vous étiez vraiment pionnier en France du financement participatif. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tel succès, un tel engouement pour le financement participatif en France ? Alors c'est vrai que le financement participatif, sous toutes ses formes d'ailleurs, fonctionne particulièrement bien en France. C'est toujours une multitude de raisons, donc ce sera forcément limitatif ce que je vais raconter, mais je pense que les Français, de toute façon, de tout temps, ont un appétit particulier pour les nouveaux modèles sur Internet. Ils sont beaucoup plus éveillés à ça que les Italiens ou les Espagnols, par exemple. On est vraiment très très en avance là-dessus. On a aussi un vrai terrain d'entrepreneurs qui sont très très bons. Donc on a plein de start-upers. Nous, on s'est lancé dans le label participatif en France, mais on était 3. Donc à la même époque, quand il n'y en avait aucun en Allemagne, si d'ailleurs le premier était allemand, donc je dis une bêtise, mais il n'y en avait aucun en Angleterre, aucun en Espagne, aucun en Italie, on était 3 en France, donc on était déjà très en avance. Et voilà, Ce qui a permis ce succès aussi, c'est l'émulation qu'il y a eu autour du financement participatif, le fait que vous soyez 3, donc 3 à défendre ce modèle. Oui, bien sûr, et puis il y a quand même, même si c'est pas à moi de le dire, mais je pense quand même que le succès de My Major Company, qui est assez unique dans l'histoire du financement participatif, en tout cas sur cette forme-là, des labels participatifs, participe du fait qu'en France, on soit particulièrement éveillé à ça, parce que dès 2008, dans tous les médias français, on a parlé du principe d'internautes qui se réunissaient pour soutenir des projets. Donc c'est dans l'inconscient collectif français, notamment grâce à ces histoires-là, je pense, depuis longtemps. Et si aujourd'hui le label reste le cœur de votre activité, vous pensez qu'à terme, la partie plus financement participatif va représenter le chiffre d'affaires, la part la plus importante du chiffre d'affaires de My Major Company ? Aujourd'hui, la différence entre l'un et l'autre est telle que c'est quand même difficile à envisager. Le chiffre d'affaires du crowdfunding, en gros, c'est autour de 400 000 euros. Et le chiffre d'affaires de notre label, c'est 11 500 000 euros. Donc la différence est tellement énorme. Mais bon, à vrai dire, j'allais dire, c'est plus mon histoire à moi entre guillemets, de patron de boîte, de savoir administrer les deux. La vérité, c'est que les deux m'éclatent pour différentes raisons. Et puis, en tout cas, notre volonté, c'est de faire grossir les deux le plus loin possible, quoi. Et les deux sont aussi rentables, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est super dur de faire de la production musicale, de distribuer un artiste. J'imagine aussi que finalement, passer sur un mode de commission au financement participatif, ça permet aussi d'assurer les marges, la pérennité financière de My Major Company aussi à terme, non ? Oh, c'est pas ça. Disons que le financement participatif, c'est un outil qui est génial. Quand nous, on a lancé My Major Company, ça a été un outil génial pour pouvoir être indépendant et pouvoir lancer notre propre label. Parce que ça nous a permis en gros de développer plein d'artistes sans prendre de risques financiers, ce qui était pour nous énorme. Et puis en gros, qui était la grosse problématique. En 2007, quand on disait à des gens on veut monter un label, donnez-nous de l'argent, les mecs ils voyaient toutes les courbes qui étaient en train de s'effondrer. Ils disaient mais jamais de la vie, on n'aurait jamais pu trouver les fonds pour… voilà. Et donc ça nous a permis de lancer notre label et aujourd'hui d'en faire un label qui est super rentable et qui vit très bien. Et puis aujourd'hui les courbes du disque en général ont tendance à se stabiliser, voire à revoir des couleurs. Et puis nous, on est un label qui se porte très bien, on est un des 2-3 plus gros indépendants de France. Donc voilà, ce business-là se porte très bien parce que je pense que c'est aussi parce qu'on est des bons producteurs. Mais le financement participatif a été un super outil pour pouvoir lancer notre boîte en gros. Et aujourd'hui, le crowdfunding généraliste tel qu'on le fait,
ça reste quand même un business qui est en pleine explosion et sur lequel on pense qu'il y a un potentiel de croissance énorme, quoi. Alors comme vous savez, c'est une émission où les internautes peuvent vous poser directement leurs questions. Aurélien vous demande quel est le délai de production d'un album après financement? C'est très aléatoire, mais en gros c'est très long. Il y a des artistes en fait qui se sont présentés sur le site. Alors encore une fois, pour clarifier le truc, on n'est plus un label participatif, on l'a été jusqu'en 2012, donc je reviens sur notre histoire, quoi. Mais il y avait des artistes qui se présentaient sur le site avec 2 chansons et qui atteignaient la jauge. Et là après nous on devait tout faire un album, faire ça machin, et ça prenait un temps, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut être vraiment très long. Et tous les albums financés sur My Major Company sont ensuite produits par le label de My Major Company, où ils peuvent ensuite aller... Plus maintenant, mais quand on était un label participatif, oui. D'accord. C'était le principe de notre offre. Et après, il y a des artistes aussi comme justement Grégoire qui sont mis sur le site, il avait déjà son album fini lui. En tout cas composé, maquetté, donc il suffisait juste de rentrer. Et en plus, il avait déjà choisi son réal, il avait déjà tout choisi, donc il suffisait juste de rentrer en studio, enregistrer définitivement l'album, faire le clip et le sortir. Donc c'est très court. Mais effectivement, c'est très aléatoire, ça dépend de l'artiste. Et d'ailleurs, ça fait partie des limites du principe d'un label participatif. Et c'est aussi pourquoi ce modèle-là était limité, c'est qu'on était obligé de construire une offre qui était la même pour tous, alors que chaque artiste a son parcours, son degré de maturité. Et pour les internautes, quand il soutient un artiste, et qui soutient un deuxième artiste, il a l'impression de soutenir à peu près la même typologie de projet, alors que les différences sont énormes. Il y a des artistes qui ne sont pas du tout prêts et d'autres qui sont complètement prêts. Voilà. Et donc comme c'est très difficile à expliquer, ça fait partie des limites de ce modèle-là. Alors François Hollande, si c'est lui, vous demande comment avez-vous eu l'idée du label participatif? On l'a pris sur un site allemand qui s'appelait Saleband. D'accord, et vous l'avez adapté très à la honnête, France. donc voilà. Et on l'a adapté à la France. Après, on a fait quand même plein de modifs parce que. Mais Saleband, ça a été, pour rendre à César ce qui lui appartient, c'était le vrai pionnier, l'homme de Cro-Magnon du financement participatif. C'est un Hollando-allemand qui était le premier à dire voilà, nous on propose aux internautes de soutenir des artistes financièrement et puis ensuite on va vendre les MP3 sur la plateforme et ensuite on se partagera les revenus tous ensemble. C'était les premiers à le faire et c'est dans la foulée de Saleband qu'on était 3 en France à lancer des labels participatifs. Aujourd'hui, du coup, la partie label, vous la poussez plus via votre label personnel, en fait, Bamago, c'est bien ça, du coup Ah non, pas du tout, c'est My Major Company. Non, Bamago, en fait, c'est la structure qu'on avait montée avec mes 3 associés entre le moment où on a quitté les maisons de disques et le moment où on a monté My Major Company. Cette boîte, elle existe toujours, mais non, Bamago, c'est un tout petit chiffre d'affaires, ça doit faire 400 000 €. D'accord, ouais. Non, Ok, parce que je pensais que ça vous permettait les artistes en lesquels vous croyez vraiment d'investir un peu plus que via My Major Company. Non, absolument pas en fait. Ah non, pas du tout. Bamago, en fait, c'est une boîte qui gère tous les droits, parce que la beauté du disque, voilà, c'est que quand un disque était un succès, il y a des droits qui tombent tous les ans. Voilà, donc nous, quand on était à l'époque de Bamago, on faisait du song plugging pour des artistes. Le song plugging, c'est placer des chansons pour des artistes, donc genre Yannick Noah, et trucs comme ça, machin. Et tous les ans, ça génère des droits. Et donc Bamago, c'est la boîte qui récupère ces droits-là. D'accord. Et est-ce qu'il y a un retour encore aujourd'hui des artistes à succès Grégoire, par exemple, qui grâce à vous a pu faire son premier album, est-ce qu'il passerait toujours par vous aujourd'hui pour faire un deuxième, pour d'autres projets? Ou ensuite vous les laissez n'existe plus, donc non, il n'aurait pas cette opportunité-là. Par contre, aujourd'hui, il y a des artistes qui s'inscrivent sur les plateformes de crowdfunding généralistes, donc sur un modèle très différent, parce que on est dans un mode DIY, autoproduction, c'est-à-dire je veux moi faire mon EP, je veux moi faire mon clip, je veux moi faire mon album. Et le financement participatif tel qu'on le fait nous et tel que Kickstarter le fait en gros, est un outil qui est génial pour pouvoir se développer, mais étape par étape, ce qui est à mon avis beaucoup plus adapté à la typologie des artistes d'aujourd'hui. Okay. Alors Julien H vous demande sur quel axe de croissance misez-vous dans le crowdfunding, hormis la musique? Le crowdfunding, en gros, il a une croissance, j'allais dire, organique depuis 2 ans en France. Je pense qu'en 2014, on fera à peu près le double de ce qu'on a fait en 2013. Donc sur tout type de projet. Aujourd'hui sur la plateforme, on doit avoir 300 projets à peu près. On observe que partout, et sur My Major Company notamment, la musique, ça reste, disons, la locomotive du crowdfunding. Donc, ce qui n'est pas un hasard, hein, parce qu'encore une fois, le crowdfunding est né dans la musique. Ça représente environ entre 20 et 30% du business du crowdfunding. Il y a le film et la vidéo, donc tout ce qui est cinéma, court-métrage, qui représente aussi entre 20 et 30%, qui est une grosse partie, et sur lequel nous, My Major Company, on doit faire beaucoup de boulot et beaucoup d'efforts pour se crédibiliser sur ce secteur-là, parce qu'on a du retard.
Et pour moi, le gros enjeu de 2014, en tout cas, bon, il y a une autre spécificité qui est que sur le film et la vidéo, on doit bosser, mais je crois beaucoup à l'arrivée des objets connectés et de la technologie en crowdfunding, parce que c'est ce qui a fait exploser Kickstarter il y a 2-3 ans. Et nous, en France, le crowdfunding est en train d'exploser vraiment, est en train de devenir grand public, et on voit les premiers projets d'objets connectés qui sont en train de cartonner d'eux-mêmes. Et moi, je veux que My Major Company devienne un vrai site d'accueil des projets. Un Kickstarter français, en quelque sorte. Ah oui, c'est complètement notre positionnement, c'est d'être un Kickstarter français. C'est vrai que vous êtes pour l'instant très fortement identifié musique, justement. Vous souffrez un peu de cette image, j'imagine, par rapport à un Kiss Kiss Bang Bang, par exemple. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de remédier à cette image, outre venir dans cette émission On fait beaucoup d'évangélisation, mais à vrai dire, My Major Company a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a quand même une très grosse base de données, et puis que c'est une marque qui plaît beaucoup aux Français. Donc c'est vrai que sortie du périph', c'est pas faire offense à Kiss Kiss Bang Bang de dire ça, mais sortie du périph', quand on parle de My Major Company, les gens connaissent la marque et ils la trouvent cool. Kiss Kiss Bang Bang, ils ne savent pas du tout ce que c'est. C'est encore une niche un peu, on va dire. Ouais, voilà. Donc ça a cet avantage-là, et ça a l'inconvénient aussi d'être très marqué musique. On va probablement prendre des décisions stratégiques assez lourdes dans les prochains mois, mais en tout cas ça nous a permis de faire cette diversification de manière assez, avec une base assez solide, quoi. Et puis comme la musique reste un driver très important du crowdfunding, ça nous a permis quand même d'avoir ce truc-là. Mais c'est vrai que la problématique du nom est un vrai sujet, mais qu'on a identifié depuis le début en fait. Ouais. Voilà. Mais il y a des réflexions bien sûr. Ouais, mais ce serait du coup quand même sacrifier la notoriété de la marque. Parce que typiquement, vous avez lancé Tipeee, j'imagine c'est cette raison qui explique que Tipeee, le nom n'est pas du tout affilié à My Major Company en fait. Oui, mais c'est une question, disons que, moi je pense qu'il n'y a jamais de solution parfaite et il y a toujours une moins mauvaise solution. Et la question c'est, il faut être time to market, voilà. Je pense que d'un point de vue stratégique, on a peut-être loupé quelque chose en ne changeant pas de nom dès le début. Quand on a ouvert My Major Company à tous les domaines, on aurait peut-être dû dès le début dire on lance une autre plateforme, ça c'est possible. De toute façon, on a raté ce coche et après, c'était trop tard pour le faire. Et maintenant, ça redevient un moment où ça peut être intelligent. Donc on y réfléchit, mais j'ai pas de formule définitive. Et puis aujourd'hui, encore une fois, My Major Company a ses inconvénients certes, mais a quand même beaucoup d'avantages. Donc voilà. Alors justement, vous parliez de Tipeee, donc c'est une nouvelle plateforme que vous avez lancée qui propose un nouveau mode de financement participatif basé sur le principe des tips, c'est-à-dire que ce n'est plus le financement d'un projet, mais une sorte de rémunération d'un projet déjà existant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus comment ça fonctionne concrètement et à qui ça s'adresse? C'est plus des blogueurs, j'ai l'impression? Oui, enfin, la philosophie de Tipeee, c'est de démocratiser l'usage du tip sur Internet. C'est né de plein d'observations et encore une fois de la naissance d'un modèle aux États-Unis qui s'appelle Patreon, d'un site qui s'est lancé sur ce modèle-là et qu'on a trouvé super intéressant. Moi, en tant que gros consommateur de YouTube et d'Internet, je suis beaucoup de mecs que j'aime bien et souvent il m'est arrivé de leur dire mais d'abord, de quoi tu vis et deux, comment je peux faire pour te donner? Et la réponse est je vis de rien. Et comment faire pour me donner? J'ai pas de solution, à part m'envoyer un chèque. Donc vous faites un peu de la concurrence à la publicité sur Internet comme moyen de rémunération? Oui, complètement. Enfin, de la concurrence, non. On essaie de la compléter parce qu'on pense que le type... c'est né de plein de constats, mais ce qui semble important pour moi, c'est que je pense que le type est très adapté, le pourboire, est très adapté à la création sur Internet, pour plein de raisons. D'abord, il y a un état de fait pour moi, mais qui est presque d'ordre philosophique, c'est-à-dire que ce qui est formidable dans Internet, c'est que ça permet à n'importe qui, n'importe où, de pouvoir se faire connaître et de pouvoir toucher une communauté. Ce qui est une démocratisation de la création extraordinaire. Mais la condition sine qua non de ça, c'est que les contenus soient gratuits. Le jour où le mec il dit écoute, va regarder ce gars, sa vidéo elle est cool, ça coûte 1 €, il n'y aura plus jamais de mec qui émergera sur Internet. On a vu d'ailleurs que YouTube a essayé de lancer des chaînes payantes, ça n'a pas trop marché effectivement. Exactement. Et donc pour moi ça reste quelque chose de fondateur et donc il faut greffer sur la gratuité des contenus un principe de rémunération parce qu'aujourd'hui on parle quand même de mecs qui ont, je pense à Chris qui est un gars sur le Tipeee qui a 400 000 subscribers, sa dernière vidéo elle a fait 1 500 000 views. Et ce gars-là, il doit partager ses revenus avec YouTube. Enfin, il gagne quasiment rien, quoi. Et ce qui est ahurissant, un artiste qui fait une tournée avec 400 000 mecs qui le regardent, il est multimillionnaire. Donc le décalage est quand même immense. Et on se dit simplement, ce gars-là, moi, je peux avoir envie de lui filer 1 € par vidéo qu'il fait, 2 € par vidéo qu'il fait, juste parce que je le suis, que j'aime ce qu'il fait. Et pour ce gars-là, ça changera vraiment sa vie. Et d'ailleurs, c'est le cas, Chris, il s'inscrit sur le site, il n'a pas fait beaucoup de bruit, il n'a pas fait beaucoup de communication.
Il a juste dit à ses fans, bah, écoutez, maintenant vous pouvez me soutenir avec du type. Et il prend entre 1500 et 2000 euros par mois juste sur du pourboire. Et le mec, ça devient son métier. Et voilà, enfin, lui, ça a changé sa vie, quoi. Et voilà, il n'est pas obligé de chercher un boulot à côté chiant, il n'est pas obligé, machin, il peut se consacrer pleinement à ce qu'il fait et il le fait bien. Donc voilà, c'est vraiment ça la philosophie de... Par rapport à ça, vous avez discuté un peu avec YouTube et Dailymotion parce que ça peut être des partenaires qui mettraient en avant votre service sur leur plateforme, mais ça peut aussi être des concurrents qui décident de dire, bah, nous aussi, on va lancer un système alternatif. Et vous avez discuté un peu par rapport à ce sujet-là? Bah alors, discuter avec YouTube, c'est pas possible parce que de toute façon, en France, il n'y a pas de décideur à l'échelle de YouTube et en France... Contact qui pourrait faire la mise en relation, non? Ouais, enfin en France, leur réponse c'est souvent, de toute façon, c'est les Américains qui décident, je crois que c'est le cas. Voilà, Dailymotion, on discute avec eux, effectivement, on a la chance d'avoir une grosse boîte française qui fait du contenu, donc oui, on discute avec eux, effectivement, ça les intéresse, donc on réfléchit sur le long terme, mais de toute façon, c'est des projets qui sont sur le long terme, et puis il faut que nous, on prouve dès aujourd'hui que cette offre-là, elle existe et qu'elle marche et que ça peut plaire. Voilà. Aussi, ouais. Donc pour l'instant, c'est à nous de faire nos preuves, mais je suis assez confiant et je suis convaincu en tout cas que c'est un système vraiment vertueux et qui peut changer la phase de la création sur Internet. On pourra typer directement depuis Dailymotion, par exemple, peut-être. Voilà, C'est le rêve pour 2014 ou pour 2015. Ouais. Est-ce que vous vérifiez systématiquement que le contenu a été publié et qu'il est conforme aux attentes des internautes, ou vous faites totalement confiance aux proposeurs, enfin ceux qui proposent les contenus? Alors en fait, le système, c'est qu'à partir du moment où un créateur de contenu a posté un contenu qui doit correspondre, il doit cliquer sur un bouton sur le site qui envoie un mail à tous les mecs qui l'ont typé et qui dit voilà, le contenu est en ligne. Si vous pensez que ça ne correspond pas à ce qu'il avait promis, vous cliquez ici, comme ça nous on est avertis. Donc il y a un système de plainte si jamais Exactement. les Mais on internautes part du sont pas principe contents. qu'a priori ça correspond et a priori on leur fait confiance. Pour l'instant, on n'a jamais eu de plainte. Voilà, mais bon, c'est un système en tout cas qui nous permet, si on voit un jour qu'il y a un gars où il y a 20% des gars qui se sont plaints, on va dire hop, 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 et on essaie de régler le problème. Et vous pensez que cette longue traîne, ça va représenter une part substantielle de votre chiffre d'affaires ou ça restera toujours du complément? Je pense que si on se limite au marché français, ce sera un complément. Mais comme le gros avantage que Tipeee a sur les modèles de crowdfunding comme My Major Company ou comme Kickstarter, c'est que c'est un modèle qui n'existe pas du tout, à part aux États-Unis. Et d'ailleurs, nous, on lance l'Espagne dans 2 semaines et on va lancer l'Allemagne dans 2 mois. Et comme Tipeee est une marque qui, justement, de fait, le nom est international, la marque est internationale, on se dit qu'on peut prendre beaucoup de place très très vite. Donc c'est notre objectif de développement. Ouais. Alors Julien H vous demande pourquoi ne pas créer une autre structure stampée My Major Company pour les autres projets plutôt que de faire un nom différent à chaque fois. C'est-à-dire ? Pourquoi ne pas utiliser la marque My Major Company pour vos projets et pourquoi à chaque fois créer un nouveau nom, notamment pour Tipeee ou je pense à un autre projet comme notrePetiteEntreprise.com? Une réponse pour Tipeee, c'est vraiment très différent de My Major Company, c'est une autre offre, c'est très différent. La différence avec My Major Company, encore une fois, le principe général, c'est Kickstarter. Donc c'est des gens qui viennent lever de très gros montants, ou de gros montants, pour réaliser un projet spécifique. Et s'ils n'atteignent pas la jauge, on rend l'argent aux internautes et ils ont une limite de temps pour ça. Tipeee, ça n'a rien à voir. C'est des créateurs qui viennent sur Internet et qui disent vous pouvez me tiper 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros pour chaque contenu que je fais ou même me tiper 10 euros parce que juste vous aimez ce que je fais là tout de suite. Et il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas d'objectif à atteindre. C'est tellement différent que ça n'aurait aucun sens de mélanger les deux. De mixer les deux. Il y a une fourchette de montants levés sur My Major Company à peu près en moyenne ou c'est vraiment, il y a des gros écarts? Il y a des écarts considérables, mais la moyenne, elle doit être autour de 4 000 euros par projet. Mais il y a des projets, là, Wistiki, le projet dont je vous parlais tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'était avant l'émission ou pendant. C'est un projet qui a levé 75 ou 80 000 euros. On a fait le donjon de Nullbug il y a 3 mois qui a levé plus de 180 000 euros. Et puis par ailleurs, il y a plein de projets qui lèvent 1 000 euros, 2 000 euros pour faire un petit clip, un EP, des choses comme ça. Et justement, on constate un écart quand même entre les montants levés en France et les montants levés aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que les projets sont moins coûteux en France? Est-ce qu'ils sont moins gros, moins ambitieux? Je pense que on les explique. Le marché pas le même aussi. Voilà, aux États-Unis, faut rajouter 2 zéros pour tout. En gros, non, peut-être pas 2 zéros, mais bon, faut rajouter. En tout cas, si, quand on regarde les chiffres de Kickstarter par rapport à ce que font les plateformes françaises, il faut rajouter plutôt même 3 ou 4 zéros. Hein. Mais non, oui, un Wistiki qui est un projet techno sur les objets connectés qui lève 80 000 euros en France. Franchement, c'est une première. Nous, on est hyper contents de ce succès-là.
c'est quand même vraiment un gros succès. C'est vrai que l'équivalent aux États-Unis, ça lève 1 million d'euros. Mais c'est pour plein de raisons. D'abord, c'est dans la culture américaine de soutenir des projets. La consommation sur Internet aux États-Unis, elle est quand même très très développée. Effectivement, la communauté est beaucoup plus grande. Enfin, bon, c'est toutes ces raisons-là qui font qu'aux États-Unis, effectivement, le crowdfunding, le marché, il est considérable. Et vous parliez tout à l'heure des objets connectés qui allaient arriver. C'est peut-être des choses qui vont faire monter les montants en France, notamment parce que la technologie fait que les coûts sont plus élevés au départ. Ouais, je le souhaite. En tout cas, moi, je crois beaucoup à l'arrivée des objets connectés sur les plateformes de crowdfunding et j'ai vraiment envie que My Major Company soit le leader, vraiment le Kickstarter français à ce niveau-là. C'est-à-dire que les objets connectés viennent chez nous et Wistiki, c'est le premier exemple d'objet connecté qui s'est mis sur une plateforme française et ça a cartonné chez nous, donc il n'y a pas de raison que les autres ne cartonnent pas aussi. Par rapport à ce levier de croissance, vous êtes un peu en concurrence avec les fonds d'amorçage. Finalement, quel pourrait être votre discours vis-à-vis des start-upers, des créateurs de projets pour leur dire venez plutôt sur notre plateforme que chercher à lever des fonds d'une façon plus traditionnelle? Je ne crois pas qu'on soit en concurrence, honnêtement. D'abord, on ne lève pas sur une plateforme comme Major Company autant que sur de l'amorçage. Enfin bon, alors c'est vraiment sur des petits amorçages. Ce n'est pas les mêmes montants. En face, il n'y a pas de capital à donner, donc c'est quand même une grosse différence. Et je pense que l'intérêt des plateformes de crowdfunding, c'est d'abord, pour ces projets-là, ça se complète, je pense. Ça permet d'offrir de la visibilité à ce qu'on fait. C'est un outil de communication, un outil de marketing. Et ça permet aussi de fédérer une communauté au lancement de son projet. Mais ça ne s'adresse pas à tout. Je veux dire, il y a des business qui n'ont pas de sens à s'appuyer sur du crowdfunding parce qu'ils n'ont aucun sens à s'appuyer sur du collectif en général. Voilà, ou qui ne sont pas particulièrement innovants, pas particulièrement créatifs. Mais je pense qu'on n'est pas en concurrence, on se complète. Alors on constate un certain engouement des pouvoirs publics pour le financement participatif depuis l'année dernière. Il y a notamment eu les assises de la finance participative organisées par Fleur Pellerin, une envie de réguler un peu ce nouveau système financier, si je puis dire, par l'ACP et l'AMF. Comment est-ce que vous voyez, vous, cet engouement? Est-ce que ça vous plaît, un tel engouement de la part de l'État français, ou au contraire ça vous fait peur? Ça me plaît, je peux pas m'en plaindre. Après, je me fais pas d'illusions, c'est de la communication. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement veut dire on est, voilà, on vous aide, vous, les plateformes de financement participatif. Après, Parce que Fleur Pellerin disait justement qu'elle voulait faire de la France le pays pionnier du financement participatif. C'est pas déjà un peu trop tard? Il fallait se réveiller en 2007. Les pionniers du financement participatif, c'est nous plus que Fleur Pellerin, clairement. Quoi. Donc voilà, en l'occurrence, ils nous ont assez peu consultés d'ailleurs sur toutes ces démarches-là. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des choses politiques et de la communication. Vous n'avez pas été associé aux assises de la finance participative, si, My Major Company ou d'autres si, mais bon voilà, d'assez loin. Par rapport à l'expérience My Major Company, vous estimeriez que l'État vous a plutôt aidé ou plutôt mis des bâtons dans les roues dans la mesure où vous étiez des pionniers? Je pense que l'AMF nous a beaucoup aidé au début en nous autorisant à proposer du retour financier sur des artistes, ce qui nous a vraiment permis d'exploser et de faire My Major Company et je pense même du financement participatif en France quelque chose d'assez gros. Donc l'AMF a été assez pionnière à ce niveau-là, mais c'était en 2007, hein, donc c'était un autre gouvernement et une autre époque, quoi. Et d'ailleurs, c'était même pas à l'échelle du gouvernement à cette époque-là, hein, c'était vraiment l'AMF elle-même. Et là, pour le coup, il y a une vraie spécificité française sur ce truc-là, sur l'accord de l'AMF pour exercer cette activité-là. Voilà, après dire aujourd'hui est-ce que le gouvernement nous aide ou nous aide pas, moi mes considérations elles sont moins sur la façon dont est encadré le financement participatif en général que sur la façon dont on aide les startups et globalement les entreprises et les PME en France. Et ça reste quelque chose de très compliqué. Voilà, donc nous on se porte bien, tout va bien, mais si on veut faire des champions, je pense que les décisions à prendre elles sont plus de l'ordre de l'économie générale. Ils sont où pour vous aujourd'hui les freins justement à la naissance de pépites un peu de start-up? C'est ce qui fait que 50% des jeunes Françaises disent qu'ils vont se barrer de France pour monter leur boîte. Hein, voilà. La fiscalité, le statut de l'entrepreneur. La lourdeur de la machine, tout ça. Voilà. Bon, mais c'est des considérations, encore une fois, qui tiennent moins à la spécificité du crowdfunding. Oui, bien sûr. Pour en revenir au crowdfunding, il y a un statut de conseiller en financement participatif qui doit assouplir finalement tout ça. C'est un statut auquel vous allez du coup prétendre? Alors ça, c'est vraiment parce qu'en fait, toutes les décisions qui sont prises, elles sont positives, hein, mais elles sont là pour aider le don contre equity, donc comment devenir actionnaire de boîte, qui est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et pour le faire à plus long terme ou c'est pas du tout votre business model? On y réfléchit. Pour l'instant, c'est un business qui est plein de promesses, mais qui reste de l'ordre de la promesse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est démocratisé depuis quelques années, mais on ne peut pas dire que ce soit devenu un phénomène. Et en France, voilà, la volonté de la France sur ce sujet-là,
c'est qu'en France, on est un pays d'épargnants, donc les gens ils mettent plein d'argent sur leur livret A, mais ils n'aident pas les entreprises, c'est pas du tout dans leur culture. Et le gouvernement, ce qu'ils veulent, c'est qu'en gros que les Français sortent l'argent de leur livret A et viennent aider les entreprises. Ce qui est, à mon avis, relativement honorable, mais il faut le faire avec intelligence et sans prendre trop de risques. Voilà, ces décisions-là, elles vont dans ce sens-là, pour permettre d'aider ça. C'est difficile de se dire aujourd'hui que ça va révolutionner le crowdfunding et révolutionner le don contre equity. Je ne peux pas vous dire en 2015 ce que sera le don contre equity. Si on sent que ça prend fort, que ça marche très bien, c'est pas impossible qu'on s'y mette. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le financement participatif, c'est le financement ouvert à tous, finalement, parce qu'il permet d'éviter les banques, d'éviter peut-être à mon avis des coûts supérieurs quand on empruntera à une banque, et également justement de ne pas engager de participation au capital quand on fait appel à des investisseurs privés? Oui, c'est du financement ouvert à tous. Après, moi je ne crois pas que ça remplace d'autres secteurs. On ne peut pas monter un business. Très rares sont ceux qui peuvent monter un business en s'appuyant uniquement sur le financement participatif. Et d'ailleurs, la plupart des succès du financement participatif sont des projets qui ont d'ailleurs trouvé des financements par ailleurs. Et ce qui fait le succès d'un projet de financement participatif, c'est souvent aussi ce qui fait le succès du projet en général et dans sa capacité à lever des fonds. C'est un porteur de projet qui est sexy, entre guillemets, qui est un projet qui est vraiment cool et qui parle bien et qui l'expose bien. Globalement, les portes de son projet ça marche aussi auprès des banquiers et des investisseurs. Effectivement. Donc je pense que ça remplace rien, mais ça s'additionne. Enfin, ça remplace rien, ça remplace peu, mais ça s'additionne à tous ces projets-là en offrant autre chose, et notamment vraiment un support de communication. Nous, on voit sur des projets comme WeSticky, typiquement, je suis désolé d'en reparler, encore sur ces objets connectés, là, tous les médias, il y a une espèce d'engouement où les médias ils disent on veut recevoir ces types-là, on veut leur parler, on veut les rencontrer, on veut qu'ils nous racontent, machin. Le financement participatif participe de ça. Du storytelling, en fait. Du storytelling, et puis c'est vrai, c'est aussi des milliers d'internautes qui connaissent l'objet, qui vont en parler autour d'eux, et ça, c'est vrai que c'est la magie d'Internet, enfin, c'est la beauté d'Internet. Des commerciaux, finalement, en quelque sorte. Alors Camille pose une question qui fâche. MMC a été accusé de ne reverser qu'une petite partie de l'argent gagné aux investisseurs et à l'artiste, de manquer de transparence sur les dépenses et de laisser les fans assumer les risques. Avez-vous pris en compte ces critiques? C'est eu un article du Point il y a un peu plus d'un an auquel vous aviez répondu d'ailleurs. Oui, on avait répondu dessus. Est-ce qu'on a pris en compte ça? Évidemment. Enfin, de toute façon, quand on a des critiques, c'est que les gens ne sont pas contents. Après, concrètement, les reproches qui étaient faits étaient globalement pas fondés. Ouais, Nous, sur la transparence aussi, tant les internautes et les artistes se plaignaient de ne pas savoir finalement ce qui était fait de l'argent. On a mis en place des trucs pour ça. Enfin, en fait, c'était fait, mais sans doute mal fait, puisque il y a des gens qui n'étaient pas contents. Donc, on l'a fait mieux. Après, nous, la boîte existe depuis 2007. On n'a jamais eu un seul procès, quoi. Donc, il y a 50 000 personnes qui ont soutenu des projets sur les major compagnies. Il y en a 30 000 qui l'ont fait exclusivement sur des projets musique. Il n'y en a pas un seul qui a fait un procès. Donc, il y a toujours des mécontents, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est la vie, c'est comme ça, et on fait de notre mieux, on a sûrement fait des petites erreurs, globalement, il n'y a rien de fondamental, quoi. Alors, Invité 412 vous demande, allez-vous sortir un artiste qui vend des disques prochainement? Invité 412 suit de près vos artistes. On sort souvent des artistes qui vendent des disques, après tout est relatif, un artiste qui cartonne, c'est ça la question? J'imagine, ou alors peut-être qu'il a envie d'acheter le prochain disque qui sort de My Major Company. Oui, alors vendre des disques c'est très relatif. Nous, il y a des projets qui vendent. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, vendre 10 000 albums, c'est déjà un assez gros succès. Là, cette année, on va sortir le deuxième album d'Irma qui, à mon avis, va bien fonctionner et sur lequel on mise beaucoup. Et cette année, on sort pas mal d'artistes qui sont sur leur premier album et dans lesquels on croit beaucoup. Ouais. Je pense à Bastien Lanza, à Judith. Il y a pas mal de trucs qui sont vachement bien, qui vont sortir cette année, sur lesquels on mise vraiment, quoi. Est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu pénalisé vis-à-vis des plus grosses structures telles qu'Universal en termes de fidélisation? Parce que typiquement, l'exemple, c'est Joyce Jonathan qui a sorti son premier album qui a cartonné, mais qui derrière est parti chez Universal Music. En fait, j'imagine que vous fonctionnez par one shot par album, donc du coup, vous ne pouvez pas proposer comme les autres labels des contrats sur plusieurs années, en fait. Grégoire, il en est à son troisième album avec nous. Et c'est des contrats Irma, c'est son pluriannuels. deuxième album avec nous. Oui, bien sûr, mais à chaque fois, sur Grégoire, vous fonctionnez à l'album à chaque fois ou vous pouvez lui proposer quelque chose sur plusieurs années?
Au début de My Major Company, mais même aujourd'hui, en fait, on a décidé, c'est un principe qu'on a fixé, de dire qu'on signait les artistes que sur un album. Parce que s'ils sont contents de notre travail, a priori, il n'y a aucune raison qu'ils s'en aillent. Et on s'est dit que, en gros, ce qu'on doit être, c'est des propulseurs. Donc voilà, nous, on doit donner la chance à tout le monde. Et après, bon, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison qu'ils s'en aillent. Ouais. Donc avec Grégoire et Irma, ça s'est bien passé, donc ils sont restés. Les artistes avec où le premier album n'a pas marché, ils sont partis. Voilà, et puis Joyce est parti pour d'autres considérations. D'accord, oui. C'est la vie. Okay. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Michael Goldman d'avoir participé à notre émission. Merci Nicolas James. Reçu. Merci à tous les internautes pour vos questions et d'avoir suivi l'émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro des Décideurs du Net. Bonne journée à vous.